Bonjour, merci d'être au rendez-vous ce matin pour démarrer la semaine avec nous. C'est l'instant R, la quotidienne des régions. Au programme, des instants de vie pratiques et les tendances qui se dessinent et qui changent notre société. Un exemple avec l'économie collaborative, Airbnb, Blablacar, voici quelques-uns des sites qui ont révolutionné notre façon de vivre. La région Centre-Val de Loire l'a compris et elle est bien décidée à surfer sur la vague. Nous vivrons également la vie de château, une vie qui, contrairement à ce que l'expression laisse imaginer, n'est pas forcément très évidente. Et non, l'entretien de tels édifices demande de nombreux sacrifices. Je vous emmènerai au château de Sully, c'est en Saône-et-Loire, et ce sera dans l'instant découverte. Mais avant, c'est l'instant pratique. Je vous parlais il y a quelques minutes de ces sites internet qui ont bouleversé nos habitudes, que ce soit pour les voyages, mais aussi pour nos achats. Aujourd'hui, en un clic, vous trouvez les objets que vous souhaitez d'occasion et donc beaucoup moins chers. Regardez, le marché des biens d'occasion était estimé à 5,8 milliards d'euros en 2015 et ce n'est qu'un début. Les accros aux bonnes affaires sont en effet de plus en plus nombreux, comme ici à Nantes. Il y a quelques jours, Paola Calmette a repéré une table à repasser dans cette trocante. Aujourd'hui, elle compte bien l'acquérir. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Ah ben tiens, elle a disparu. Quelqu'un l'a achetée. Le hasard fait partie du jeu. Ici, Paola repart rarement avec ce qui était prévu. Quand on vient dans un truc comme ça, c'est parce qu'on aime chiner, parce qu'on veut découvrir des choses. Parce que si vous allez chez un professionnel, pour miroir, vous savez que vous allez directement. Là, c'est le hasard. Ici, chacun recherche le meilleur prix. Pour un lit double, comptez 99 €, un canapé 120 € et pour cette grande table, 29 €. À ce prix-là, remettre un coup de peinture ne pose aucun problème. Quand vous voyez les prix des boutiques et que vous voyez les prix ici, il y a quand même une différence pour la même chose. Tout à fait. Voilà. Avec la même chose que vous pouvez arranger, repeindre ou relooker. Les biens de seconde main séduisent plus des 2/3 des Français, y compris les jeunes cadres, qui, sans se déplacer, chinent dans leur salon. Quand cette Parisienne a besoin de quelque chose, pas question d'aller en boutique. Elle le cherche d'occasion sur Internet. Ça, c'est pas mal comme fauteuil. Ça, c'est du rotin. Ça, c'est de la copie moderne. C'est même comme ça que Justine Ozou a meublé tout son appartement. La trouvaille dont je suis la plus fière, ça va être mon lustre. Je recherchais quelque chose de vraiment différent, vintage et qui soit à un bon prix. La toute petite table ici, en brocante dans le quartier, à Paris. Le petit meuble télé que j'ai acheté sur le Bon Coin et que j'ai été récupéré pas loin. Le petit meuble d'angle à une brocante aussi. De même que la petite commode scandinave que j'ai été récupérée dans le 11e, pas loin d'ici. Le téléphone que j'ai cherché pendant longtemps. Le marché de l'occasion lui permet d'acheter des produits moins chers et qu'elle juge de meilleure qualité. La table, les objets comme ça, c'est assez increvable. On l'aurait pas acheté 1200 €, on en aurait acheté une neuve peut-être dans une grande chaîne à 300 €, mais du coup, elle m'aurait pas plu autant que celle-là. Et la chambre de son fils n'échappe pas au virus de la seconde main. Plus de 80% des meubles et jouets d'Auguste ont été chinés par sa mère. Aucune espèce d'importance que ce soit d'occasion pour lui. J'aime bien l'idée de me dire que les objets ont plus d'une vie et quand là, Auguste, il jouait avec des camions et des voitures qu'un petit garçon a eu pendant 1 an et donc il était très content. Alors, ils sont peut-être un peu moins nickel que si on les avait achetés au magasin de vue, mais vu que de toute façon, ils vont prendre des coups à droite à gauche. Internet et son offre prolifique de sites spécialisés a révolutionné le marché de l'occasion. Aujourd'hui, acheter d'occasion n'est plus un tabou, y compris quand on aime le luxe. Alors là, je porte des boots Hermès, un pull Chanel, une ceinture Yves Saint Laurent et un blouson Dior. Des produits que Frédéric Lecuyer a dénichés 30 à 70% moins chers qu'en neuf. Chaque mois, elle y consacre une bonne part de son budget, plusieurs centaines d'euros. Cette fois, elle va encore craquer pour une petite robe Dior. Super, moi j'adore. Elle est à 350 €. On est 4 fois moins cher que le prix boutique. Il y a 15 ans de ça, quand on achetait quelque chose d'occasion, on ne disait pas forcément à la copine. On s'affichait. Et ben voilà, je me suis acheté un sac Dior ou un Chanel ou sans dire qu'on l'avait acheté d'occasion. Aujourd'hui, non. On est contente de faire des affaires, en fait. En France, Olivier Mathieu a fait partie des premiers à se lancer dans le business de l'occasion. Il en est sûr, maintenant que ses clients se sont habitués à trouver sur son site le dernier prix Goncourt à 12 € au lieu de 18 € en librairie, il n'hésite plus à franchir le pas, même pour les cadeaux de Noël.
Oui, cette tendance-là ne concerne évidemment pas que nos achats. Notre façon d'envisager notre mode de vie, nos voyages a aussi été bouleversée. Aujourd'hui, on échange plus volontiers notre maison, notre voiture. Cela s'appelle l'économie collaborative et séduit 70% de citadins. Le marché est donc en plein boom. En Europe, le Royaume-Uni et la France sont leaders. La région Centre-Val de Loire n'est pas en reste. Elle élabore actuellement un plan régional sur l'économie circulaire. Nous sommes chez Hopitrip, le premier comparateur complet de voyages sur Internet, spécialisé dans le collaboratif et lancé par 2 Orléanais. La société revendique 100 000 utilisateurs en France, 120 000 en Europe. Très simplement, un utilisateur peut partir à Barcelone, trouver une location pour Barcelone, se prendre un covoiturage pour s'y rendre. Une fois sur la destination, louer une voiture à un particulier, visiter la Sagrada Familia avec un local et manger chez l'habitant également. La start-up souhaite maintenant se développer aux États-Unis, car le collaboratif, ça marche. Nous serions en train de passer de la culture de la possession à la culture de l'échange. Ça, c'est la force justement du collaboratif. Demain, on n'aura plus envie d'avoir une seconde maison de vacances, d'avoir une belle voiture, mais on sera plutôt de se dire je peux louer ma voiture pour un week-end, je peux avoir une location de vacances à New York, à Sydney pour 2 semaines pour pas cher. Internet, un outil de propagation pour le collaboratif, une économie alternative illustrée notamment par le financement participatif, de simples citoyens qui souhaitent par exemple produire un chanteur ou plus récemment en Loir-et-Cher, venir en aide aux commerçants et artisans sinistrés par les inondations. Résultat, 10 000 € récoltés sur Bulbin Centre par la Chambre de métier qui a désormais adopté l'outil pour d'autres projets. Ça nous permet d'aider, d'accompagner des professionnels, que ce soit en termes de création d'entreprise, en termes de développement, d'investissement, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les clients, le voisinage, la population peut devenir acteur, peut, on va dire, investir dans l'entreprise, montrer qu'on croit au commerce de proximité. 150 000 € ont ainsi été récoltés pour aider 27 porteurs de projets. Le citoyen acteur, c'est en surfant sur cette philosophie qu'est né il y a 5 ans Bluebees, un portail pour développer des projets d'agroécologie. Derrière cette idée, Maxime de Rostolan, chantre de la permaculture. Aujourd'hui, Bluebees est une communauté de 20 000 membres. Les banques conventionnelles aiment beaucoup l'agriculture conventionnelle, enfin en tout cas dite conventionnelle. Et nous, on pense que c'est dans des agricultures alternatives qu'il faut investir aujourd'hui. Les citoyens sont plus à même, eux, de décider et d'orienter leur épargne vers ce genre de projet. Sur son site, on peut mettre à disposition son épargne sous forme de prêt rémunéré à 2% ou sous forme de don, mais avec une contrepartie pour le porteur de projet. La petite vadrouille, donc une cuvée pleine de vie, vous voyez, ils se sont lancés il y a 12 jours, ils ont déjà levé 13 500 €. C'est deux frères à Bourgueil qui font du vin en biodynamie et qui ont besoin de replanter 1 ou 2 hectares, je ne sais plus, de vignes. Et donc du coup, ils font un peu de la précommande. Ça veut dire que les gens achètent et donc ça leur fait ça comble leurs besoins de trésor. Depuis 2015, Bluebees a multiplié par 3 ses levées de fonds pour atteindre les 100 à 150 000 € par mois. Alors on vient de le voir à l'instant, nos habitudes changent et nous conduisent à passer beaucoup de temps sur les écrans, 4 heures par jour en moyenne, que ce soit sur son smartphone ou son ordinateur, ce qui n'est évidemment pas sans conséquence sur notre santé et en particulier sur nos yeux. Un entrepreneur normand s'est donc penché sur la question et il commercialise des lunettes anti-lumière bleue, histoire de protéger sa vue. Alors voilà, je vous présente donc la plus grande, Valentine, qui est au lycée. Léonie, donc 13 ans, au collège, et Com, qui est en CM1 et qui est un accro aussi aux écrans. Tablette, smartphone, ordinateur, rien ne leur résiste. De quoi alerter leur père qui travaille dans l'optique. Sensibilisé sur la question, il développe dès 2013 des lunettes pour regarder les écrans, histoire d'atténuer les effets de cette source lumineuse. Ça peut provoquer des larmoiements, picotements, des maux de tête, les yeux secs, notamment quand on porte aussi des lentilles. Ça, c'est les symptômes à court terme. On a aussi, et ça c'est observé, un dérèglement du cycle circadien, qui est le trouble du sommeil, donc en fait, puisque la lumière bleue bloque la sécrétion de mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui aide et qui provoque l'endormissement. Directeur général pour une marque d'optique, Benoît Sourdon développe donc en parallèle sa propre start-up, investit les locaux d'une pépinière de Petit-Quevilly et en septembre 2015, le projet prend forme. La première gamme de lunettes Blueberry est commercialisée.
couleur acidulée, monture tendance, ce produit à l'origine destiné aux jeunes va faire des émules. On a vraiment tout type de public, que ce soit en fait des jeunes enfants, des ados, alors c'est plutôt les mamans qui les achètent pour leurs enfants, mais aussi des femmes, des hommes au bureau, des gens un peu plus âgés du fait qu'on ait étendu la gamme avec des loupes. Donc aujourd'hui on couvre un segment relativement large. Résultat, 70 000 montures ont trouvé preneur en 2017. Vendues une quarantaine d'euros, chez les opticiens et sur Internet, cette marque conquiert peu à peu les marchés. Benoît Sourdon, comme la plupart de ses concurrents, fait fabriquer ses lunettes en Asie. Et les opticiens misent beaucoup sur ce nouveau produit. Dans ce commerce du centre-ville de Rouen, les lunettes Blueberry sont mises en évidence. Le client type recherche surtout un remède contre la fatigue oculaire. Encore timide, les ventes s'accélèrent lors des rentrées scolaires, par exemple. On se retrouve à en faire une dizaine par semaine, c'est possible, mais par vague. C'est-à-dire, on sent bien qu'il y a des périodes où les gens se sentent plus concernés. Et ça se passe le mot, et les gens en parlent entre eux, et ça passe le message. Alors, nouveau concept marketing ou véritable remède, nous sommes allés à Fougères, en Bretagne, dans l'une des dernières usines qui fabriquent encore en France. Ici, on ajoute sur des verres correcteurs ce fameux traitement anti-lumière bleue. Mais pas question d'en filtrer la totalité. Une partie du spectre est indispensable pour se repérer entre le jour et la nuit. L'objectif, c'est de couper certaines longueurs d'onde de la lumière, les longueurs d'onde les plus nocives pour l'œil. Ça, vous y parvenez? Et on y parvient par ce type de technologie. C'est une technologie un peu pointue, un peu complexe. D'ailleurs, vous voyez que ce type de machine, ce sont des machines forcément un petit peu complexes. Si les professionnels applaudissent la nouveauté, les médecins, eux, restent plus mesurés. L'apport de lumière bleue est bien diminué par le port des lunettes, mais rien ne prouve que ce pic atténué est dommageable pour la santé. Chez l'homme, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve scientifique rigoureuse montrant la toxicité de la lumière bleue sur la rétine. Mais le principe de précaution, en fait, nous amène à protéger notamment la rétine des enfants et aussi la rétine des gens qui sont exposés de façon importante à la lumière bleue. Pour diminuer la fatigue oculaire et préserver la qualité du sommeil, rien ne vaut l'extinction des écrans. Il est recommandé de ne plus les utiliser au moment du coucher pour réduire l'excitation psychologique néfaste à l'endormissement. À venir dans l'instant R, une visite de château, celui de Sully en Saône-et-Loire, un édifice sublime, riche en histoire et victime du temps qui passe. Ses propriétaires se battent quotidiennement pour entretenir ce monument. Nous sommes allés les rencontrer, ce sera l'instant découverte. Auparavant, nous rencontrerons un fauconnier, un ancien professeur passionné de nature. Il sensibilise régulièrement les plus jeunes à l'importance de la préservation de la faune sauvage. Mais tout de suite, parlons d'un sujet qui peut paraître banal et qui ne l'est absolument pas, celui des gauchers. Et oui, car dans notre société, tout est pensé pour les droitiers. Or, la France compte 15% de gauchers, des femmes et des hommes qui doivent en permanence s'adapter. Portrait croisé à Reims. Mathieu, 19 ans, est en deuxième année de droit à la fac de Reims. Un parcours scolaire sans faille pour le jeune Ardennais, pour qui être gaucher semble n'avoir que des avantages. Enfant, il était très à l'aise avec ses deux mains. Ambidextre, il aurait pu être gaucher, il est devenu. C'était simplement en primaire, au moment de simples exercices. Lors de dessins, on passait au tableau et il a fallu choisir entre la main gauche et la main droite. C'était un peu imposé par le professeur. Moi, j'aurais très bien pu continuer à utiliser les deux mains, mais il a fallu faire un choix. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une certaine souplesse vis-à-vis de mes professeurs qui m'ont permis de m'approprier en fait les lettres et les mots pour pouvoir les maîtriser moi-même en fait. Théo a trouvé son équilibre grâce à l'équitation. Dans ce sport, que l'on soit gaucher ou droitier, on utilise les deux mains sans distinction. Dès l'âge de 7 ans, il monte donc à cheval, un domaine rassurant pour lui, car à l'école, l'apprentissage est très compliqué. Pour écrire, ça a toujours été vraiment catastrophique. Et j'ai une pensée particulière pour Papillot qui m'a appris à écrire et en script et aussi au plume. Et grâce à lui, j'ai réussi à avoir une écriture correcte à l'école. Qui est Papillot? C'est le mari de ma nourrice qui m'a appris énormément de choses et voilà. Des personnes bienveillantes leur ont donc permis de devenir des hommes épanouis et aujourd'hui d'évoquer leur vie de gaucher avec beaucoup d'humour. Il a bien sauté, on va dire qu'il est gaucher.
Leurs vies sont ainsi ponctuées d'anecdotes et de suggestions pour améliorer leurs conditions de gaucher. L'écriture à l'encre va faire que parfois on a une tache d'encre sur toute la main gauche en fait. Parce qu'on va devoir repasser sur l'écriture qui n'est pas encore sèche. Donc peut-être qu'une écriture style arabe aurait plus convenu pour des gauchers. À l'école, les cahiers à spirale, c'est vraiment quelque chose à bannir quand on est gaucher, puisque c'est vraiment impossible d'écrire avec ce genre de cahier. Tout est donc question d'adaptabilité. Mathieu a décidé de ne pas utiliser une guitare de gaucher quand il a commencé, il y a 3 ans, à apprendre l'instrument. Et ça lui réussit plutôt bien. Je savais que j'allais suivre des cours sur Internet avec des bouquins, etc. Et que la plupart des professeurs sont droitiers. Pour avoir plus de facilité, j'ai préféré investir dans une guitare droitier plutôt que gaucher. Théo, lui, se voyait comme Jimi Hendrix, avec une guitare de droitier tenue à l'envers. Il a vite abandonné l'idée. J'ai toujours rêvé de faire de la guitare. Et malheureusement, en prenant la guitare à gauche, les cordes étaient à l'envers et j'ai jamais pu jouer correctement. Donc j'ai laissé tomber cette idée et je suis passé rapidement à l'équitation. Il y a quelques dizaines d'années, les gauchers étaient traités comme des moins que rien, des parias dans de nombreux pays. En italien, la gauche, sinistra, c'est toujours un petit peu les personnes maléfiques. Et de voir Jimi Hendrix, Barack Obama ou d'autres personnes, Marilyn Monroe, qui étaient gauchères, c'est une fierté, on va dire, pour nous. Des gauchers, dans un monde de droitiers, une réalité qu'ils assument. L'adaptation a été faite, c'est ça. Je me suis conformé à la société. Oui, fier de l'être, tout à fait. Gaucher et fier de l'être. Et si vous recherchez plus d'informations, rendez-vous sur lesgauchers.com. On ouvre notre instant portrait avec un amoureux de la nature. Alexandre va de classe en classe sensibiliser les plus jeunes à l'importance de protéger la faune sauvage. Mais pour que son message prenne toute sa dimension, il a eu l'idée de convier avec lui Ibout, son hibou. Les enfants sont captivés. Le message, lui, est reçu 5 sur 5. Allez. Ce matin, Ibout, 5 mois, fait sa rentrée à l'école maternelle Pasteur. Ça, c'est un gros hibou. La jeune rapace s'agrippe au bras d'Alexandre Thévenin, protégé des puissantes serres du prédateur par son gant de cuir. Et donc le hibou, il est dans la montagne et il est caché. Il est perché dans l'arbre. Et il ne bouge pas, il ne fait pas de bruit pour ne pas que le lapin il l'entende. Ah, Pénélope avait essayé, d'accord. Voilà. Et sur la tête. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai déjà fait voler mes oiseaux dans des centres commerciaux, dans des halls de gare. Je suis un fauconnier itinérant. Voilà, on ne vient pas voir les oiseaux chez moi, c'est moi qui me déplace. Là où je peux parler de cet oiseau-là, et puis plus globalement de la protection des rapaces, de la biodiversité, de quel est l'intérêt de protéger ces animaux-là dans la nature. Oiseau de malheur, symbole de sorcellerie. Chassé pendant des siècles, aujourd'hui espèce protégée. À Saint-Benoît, Alexandre Thévenin élève 5 hiboux grand-ducs, nés en captivité et nourris avec des rats ou des poussins. Ouh, t'es prêt à te barrer, toi? Je vais le choper de l'autre côté, je pense. Sauf qu'il est tout chafouin. Hein, mon gros pépère. En 20 ans, j'ai réussi à gagner cette petite demi-seconde que je n'avais pas au début. Avant, au début, je faisais « Oh zut, il est parti, trop tard ». Et là, maintenant, j'arrive à savoir, dans son attitude, notamment dans sa posture, quand il est un peu en avant, comme ça, mais c'est imperceptible, je sais qu'il va partir. Et c'est pas dangereux, là? Là, vous mettez le visage sur lui? Non, non, c'est pas dangereux, absolument pas. Pendant très longtemps, on les a accusés d'attaquer les yeux, tout ça. Non, non, c'est pas dangereux, c'est pas un animal dangereux. Notre caméra semble tout de même déranger ce jeune mâle. Pour lui, aucune chance de devenir un jour vedette de cinéma. Comme ses cousins de la saga Harry Potter. S'ils sont mal à l'aise sur les plateaux de tournage, les hiboux peuvent toujours se produire en public. Ce jour-là, Ibout, encore elle, et son maître vont rencontrer des élèves de première scientifique au lycée Édouard Branly, à Châtellerault, à la demande des enseignants. Allez! Vous voyez, le vol est silencieux, il se pose tout doucement. Là, il a attrapé le poussin.
Je pense que c'est intéressant pour nos élèves, pour qu'ils se projettent un petit peu sur leur futur, pour les sensibiliser aussi sur la biodiversité, sur le développement durable. Des interventions en milieu scolaire, même payantes, cela ne suffit pas pour vivre. Bonjour et bienvenue à Brown Bluff, donc nous sommes sur la péninsule antarctique. Alors, Alexandre Thévenin assure aussi des conférences pour les passagers fortunés des croisières polaires. Quand j'étais prof de français, j'avais 2 métiers, j'étais prof de français et fauconnier. Aujourd'hui, je suis guide naturaliste conférencier et fauconnier. Voilà. Mais le lien est le même, la continuité est la même. Transmettre. J'ai pas choisi, c'était en moi, je pense. Comme 3 enfants, 5 hiboux. Quand je suis pas là, c'est compliqué. Il y a toute une logistique aussi dans ma vie personnelle. Donc tout ça est un ensemble qui fait que je peux vivre de ma passion. Dans le milieu de la fauconnerie, certains lui contestent le titre de fauconnier car le dresseur ne chasse pas avec ses oiseaux. Qu'à cela ne tienne, le papa de Hibout se présente aussi comme piaphologue. Et cela lui va très bien. Et c'est aussi la passion qui anime les propriétaires du château de Sully en Saône-et-Loire, un monument absolument sublime, mais qu'il faut entretenir régulièrement. Et on l'imagine, restaurer l'intégralité du domaine n'est pas une mince affaire. Les travaux sont démesurés, les devis s'affolent. Alors, c'est la débrouille qui prédomine pour redonner à cet édifice son lustre d'antan. Sully, c'est un château dont les premiers bâtiments ont été construits il y a 1000 ans. Depuis, chaque propriétaire a apporté sa pierre à l'édifice. Madame la Duchesse, elle, s'est lancée dans de grands projets de rénovation. Sa priorité, ce sont les toitures des dépendances et de la basse-cour, des travaux qui vont durer 3 à 4 ans, car les dimensions ici sont hors normes. On n'a pas d'engins qui nous permettent de venir ici. On essaie toujours de trouver des formules qui fassent que ça coûte le moins cher possible aux propriétaires. Et aussi trouver les moyens, les méthodes, les engins qui permettent d'éviter un échafaudage qui tout de suite coûte des fortunes. Une fois par semaine, Véronique Kemelin fait le tour de la propriété pour évaluer l'avancement et l'ampleur des travaux. Aujourd'hui, elle découvre le projet mené autour du petit théâtre familial de Sully. Ce théâtre est à l'abandon depuis presque 200 ans. À l'époque, il servait à donner des représentations privées réservées à la famille. Mais en 1840, tout s'arrête. Encore aujourd'hui, le mystère plane sur ce théâtre. Aucun document le concernant n'a été retrouvé dans les archives du château. Cette série d'entrepôts. Mais oui. Ah, c'est ça. Première moitié du 19e, je crois. 1840. Ouais, c'est ça. C'est très très fin, très élégant. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des éléments décoratifs qui manquent. Donc, il faudra savoir est-ce qu'ils existent. On peut les restaurer, les replacer ou les refaire à l'identique. Sur les murs, il y a beaucoup de fissures, des lézardes, des gros trous. Donc, il faudra colmater tout ça. Madame la Duchesse aurait repoussé la restauration de son théâtre sans l'aide de l'association des Amis du Château de Sully, qui prend en charge tout ce projet. Moi, depuis que je l'ai vu il y a 30 ans, avec mon mari, on avait très envie de le restaurer, mais pour nous, les toitures doivent passer avant. Et si on imagine que je me dis, mais tiens, finalement, c'est pas très grave, une des tours sur le château, on va laisser tomber et on va faire un peu sur le théâtre. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce qu'à la limite, la toiture sur le théâtre, elle est bonne, donc le théâtre peut passer encore un siècle, comme il a déjà fait, au calme. L'inspection des travaux se termine ici, dans ce corps de ferme inoccupé depuis plus de 20 ans et situé sur les terres des MacMahon. Un autre chantier qui s'annonce lui aussi démesuré. Derrière la grange. Refaire une charpente, changer les éléments qui sont abîmés, ça on peut le faire en interne, on peut le faire nous-mêmes. Ça peut se faire. Mais les cloisons... Les petites cloisons qui font 1,20 m de haut sont toutes à reprendre. Dans quelques années, une ferme pédagogique et un magasin de producteurs locaux s'ouvriront ici. Encore une idée de la Duchesse de Magenta pour diversifier l'activité du château. Moi, je dis toujours à Madame la Duchesse qu'il lui faudra plusieurs vies pour arriver au bout de ce qu'elle veut faire à Sully. Mais il faut avoir la vision globale de là où on veut aller. Et c'est vrai qu'on y va étape par étape. D'autant plus que les subventions de l'État et des collectivités locales se font de plus en plus rares. Pour réaliser tous ces travaux, Madame la Duchesse a dû demander un prêt.
Quand vous avez la chance de vivre une telle aventure comme je fais, si vous regardez tout ce qu'il y avait à faire et que noir sur blanc vous dites bah, ça va coûter je sais pas 10 millions d'euros, de francs, de quelque chose, vous vous direz mais jamais je vais arriver hein, et donc vous baisserez les bras et vous dites bah, je peux pas. Et ça, ce n'est pas le genre de la maison. Madame la Duchesse compte bien faire vivre son château aussi longtemps qu'elle le pourra, avant que la prochaine génération ne prenne la relève. Et pour découvrir d'autres belles histoires, pour faire d'autres rencontres et pour parler de sujets qui nous concernent tous à travers différents instants de vie, filmés ici et là en France, eh bien je vous donne rendez-vous demain à 10h50 sur France 3 pour l'Instant R, la quotidienne des régions.